Mesdames et messieurs, bande de gens, bonjour! Bienvenue dans les interviews de SMEO. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire une interview de personnalité du catch autre que français. Aujourd'hui, nous allons du coup faire une interview d'une personnalité belge. Enfin, personnalité. Moi, en tout cas, je connais cette personne, mais le but de cette interview, c'est de vous le faire découvrir. Et aujourd'hui, je reçois en interview mon ami Spike Bones. Salut Spike. Bonjour Esméo. Tout va bien? Bah écoute, moi ça va et toi comment vas-tu? Ça va, parfaitement bien, parfaitement bien. Merci beaucoup pour le temps que tu m'accordes. Bah c'est plutôt à moi de te remercier d'avoir cette ouverture d'esprit et finalement d'accepter de cette interview. Avec plaisir. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, on va revenir un peu sur ton parcours, ce que tu fais actuellement dans le domaine du catch en Belgique, mais également du coup on va revenir sur comment es-tu devenu catcheur, comment as-tu eu cette flamme du catch et comment t'es-tu lancé dans le catch. Donc on va pouvoir commencer du coup par le début. Pourrais-tu te présenter mon ami? J'ai 27 ans, je viens de Sambreville, en plein milieu de la Belgique. Comment m'est venue la passion du catch? Je pense comme un peu tout le monde par ici, avec la venue des chaînes du groupe AB, la WWE, la diffusion télévisée. Je suis tombé vraiment par hasard un jour sur un match, notamment avec Kane dedans. J'ai tout de suite été bluffé. J'ai tout de suite su que je voulais faire ça. J'ai vu le spectacle, les corps qui volaient. Non, c'était juste ahurissant. Et je me suis dit, je veux faire ça. J'ai pas le physique pour, mais je veux faire ça. Donc je me suis lancé. J'ai essayé de trouver une école à proximité. Je suis tombé sur un groupe qui s'appelait Ladyman Catch. Un petit club du côté de Charleroi. Je ne sais pas trop si nos amis français pourront le situer. J'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil lors d'une porte ouverte et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai décidé vraiment de me lancer dans l'aventure. Donc tout ça en juillet 2008. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent que tu t'es lancé dans une carrière dans le catch. Voilà, il y a plus ou moins 7 ans. Donc, euh, ça dépend ce qu'on appelle récent. Ça fait déjà quand même Ouais. presque, ouais, ça fait 7 ans. Ah, c'est vrai que ça commence à faire un Ah, petit bout de ça temps commence à maintenant. faire, ouais. Tout à fait. On va commencer un petit peu par vraiment tes goûts et tes préférences. Tu viens de parler de Kane, mais finalement, quels sont tes catcheurs et catcheuses préférés? Ah, écoute, on va parler un petit peu NXT. Alors à ce moment-là, au niveau des catcheuses, je vais commencer par là, ça ira beaucoup plus vite. J'ai un gros coup de cœur pour Alexa Bliss. Bon, je pense que tu peux comprendre pourquoi de base, mais en plus, j'ai trouvé que niveau in-ring, elle assurait assez bien. Finalement, elle ne se contentait pas d'être simplement une petite Barbie. Et chez les femmes, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien voir l'intégrale, c'est-à-dire le physique, assez plaisant à regarder évidemment. Alexa est tout à fait mon genre de femme. Et alors, son in-ring assez, mine de rien, technique, un petit peu high-fly, comme ça, j'aime beaucoup. Niveau catcheur, je pense que je suis obligé de parler de Kane parce que c'est vraiment par lui que la passion, la flamme a commencé. Maintenant, j'ai envie aussi de parler de Shawn Michaels parce que je me retrouve beaucoup dans. Enfin, j'ai regardé pas mal de documentaires sur son parcours et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il a fait, non pas au niveau du talent, etc. Je suis encore très loin de ce niveau, mais du fait qu'on lui a dit, de par son gabarit, qu'il n'arriverait jamais à rien et on voit où il en est, où il est arrivé. Je me retrouverai énormément là-dedans. C'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Sinon, j'ai pas spécialement de catcheur que je n'aime pas. J'aime le catch en général. Je suppose, bien sûr, tu me parles de NXT, tu me parles de la WWE, donc ne regardes-tu que la WWE ou ça t'arrive de regarder autre chose comme la Ring of Honor, la New Japan ou d'autres promotions? Je suis un gros fan de la Pro Wrestling Guerrilla, notamment de Roderick Strong, Monsieur Ring of Honor. qui pour moi, voilà, oui, enfin, il est juste extraordinaire. Il y a même pas, il y a même pas de mots. Il y a aussi le principe un petit peu plus comédie match, l'ambiance un peu plus détendue, plus fun. J'aime beaucoup ça. Je m'intéresse, oui, un petit peu à tout. Maintenant, regarder tout, c'est très difficile. Ça fait des heures et des heures de catch. Il faut savoir qu'on a une vie également en dehors. Donc j'essaye de m'intéresser, oui, un peu à tous les styles, même au catch européen. J'ai déjà été voir la WXW en Allemagne. Euh, Tom Yen, par exemple, j'aime beaucoup son travail. J'ai eu l'occasion de le croiser sur certains shows.
Je regarde aussi le catch français. J'ai été à Maubeuge l'année passée pour aller voir Révolution. Tristan Archer que j'ai pu croiser également, Peter Fischer, Lucas Di Leo, tous ces gens-là sur le ring sont vraiment des gens très 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 bons, très agréables et de bons conseils. Voilà, j'essaye vraiment de regarder de tout et de m'intéresser parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. Alors, c'est vrai que tu parlais de Tommy End. Moi, j'ai vu du coup le duo Tommy End et Michael Dante qui est vraiment incroyable sur un ring. Et Laisse-moi rien franchement, dire ça. j'ai pris un putain de pied total en voyant leur match. C'était lors d'un gala une fois périgueux. C'était énorme. Franchement, ils m'ont fait vraiment Ah passer ouais, un super moment. je veux bien te croire. Je veux bien te croire, ils sont Donc, fabuleux. En ah, équipe, ils ils sont, sont vraiment fabuleux, ouais. ah, ils sont même plus que fabuleux. Ouais. Ouais, ouais. On va du coup un petit peu enchaîner sur comment as-tu pu débuter enfin, oui, c'est ça. Comment as-tu pu débuter dans le catch finalement? Comment as-tu commencé ta carrière en tant que catcheur finalement? Eh bien donc, en juillet 2008, j'ai débuté les entraînements à la LMC de Couillet du côté de Charleroi. J'ai travaillé plusieurs mois parce qu'il faut savoir que l'entraînement d'un catcheur ne se fait pas du jour au lendemain. On apprend énormément de choses au niveau de la technique, ne fût-ce qu'au niveau d'apprendre à chuter parce que les gens pensent que c'est si facile, mais une mauvaise chute peut provoquer vraiment des accidents incroyables et vraiment douloureux. Donc plusieurs mois de préparation ont été nécessaires et j'ai pu faire mon premier match seulement le 1er mai 2009. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait quelques mois. Et j'ai eu la chance en fait de démarrer mon premier combat dans ma ville, précisément vraiment à l'endroit où je vivais, donc j'avais mon public avec moi. J'avoue que ça a pu aider. Ça a pu aider. J'ai été entraîné par Kevin Reynaud et Richer, qui sont toujours en train de bouger un petit peu. Richer, vous pourrez le retrouver à la MEA prochainement, du côté de Charleroi. Kevin Reynaud, qui travaille toujours pour la LMC, qui entraîne toujours à la LMC, qui a fait ses marques aussi à N-Catch, une promotion française que vous devez probablement connaître. Donc voilà, j'ai suivi leurs conseils, leurs entraînements et j'ai pu démarrer donc le 1er mai 2009 dans ma ville, à Auvelais, donc du côté de Sambreville, entre Namur et Charleroi. Alors en plus, du coup, tu dis que tu as débuté dans ta propre ville. Est-ce que n'y a-t-il pas une pression supplémentaire, étant donné que c'était ton premier combat en tant que professionnel, en plus dans ta propre ville, ça doit apporter vraiment une pression supplémentaire? Ou est-ce Tout que à au fait. contraire, c'était plus je vais pas dire léger, mais ça t'a vraiment été comme une sorte de grosse force qui t'a motivé et surboosté? Eh ben, ça a été un peu les deux en fait. C'est-à-dire que du fait que c'était ma ville, je savais, j'avais un public qui était là présent pour moi. J'avais des amis, j'avais de la famille, j'avais vraiment des gens qui venaient. C'était une première pour moi, donc j'avais la grosse peur de les décevoir, de ne pas être au niveau. Et en même temps, entendre les cris déjà, il faut savoir que j'ai fait le main event de ce show, donc vraiment le tout dernier combat. Entendre les cris avant même de rentrer sur le ring, quelque part, ça donnait l'adrénaline, le petit boost qu'il fallait pour pouvoir aller de l'avant. Et ça, c'était juste hallucinant, hallucinant. Pourtant, c'était pas une très grande salle, on était peut-être 150, quelque chose comme ça. C'était franchement un de mes meilleurs souvenirs. Mon premier, je garde un très très bon souvenir de ce premier combat. Et du coup, de ce premier combat, est-ce que c'était une victoire ou une défaite? Alors, ça a été très très partagé. Officiellement, je perds le combat après intervention, après pas mal de tricheries sur ma personne. S'en est suivi un gros brawl général avec tous les lutteurs de la soirée et j'ai pu fêter, j'ai pu terminer avec mes deux entraîneurs sur le ring justement et les bras levés en fin de soirée. Mais le résultat du match officiel, j'ai perdu contre Jack Spinal, que je salue d'ailleurs, très bon ami à moi. Par la suite, donc du coup, tu as continué ta carrière. Donc après ce combat, qu'y a-t-il eu comme retombée, toi dans ta vie personnelle, voire même après dans ta carrière de lutteur? Eh ben, dans ma vie personnelle, je pense que j'ai pu montrer que j'étais capable de faire certaines choses qu'on me pensait incapable, étant donné mon physique, donc pouvoir tenir le rythme dans un sport qui, mine de rien, est assez violent, assez difficile, que ce soit au niveau de la cardio, au niveau des coups à encaisser. Mine de rien, c'est quelque chose d'assez lourd. C'était un petit exploit personnel de ce côté-là. Au niveau de la carrière, eh bien, ça a fait que j'ai pu entamer une rivalité avec mon adversaire du soir sur toute la période de l'été. Donc, on a démarré ça en mai, on a fini en août. On a eu 6 ou 7 combats l'un contre l'autre. Ça s'est terminé dans un last man standing,
le 6 août, me semble-t-il, 2009. Et c'était, voilà, j'ai pu vraiment aller au bout de moi-même pour une première rivalité avec Jack Spinal. Et je l'en remercie d'ailleurs parce que quelque part, ça m'a obligé à me dépasser, à chercher au plus loin à chaque fois, à chaque entraînement, à aller au-delà de mes limites. Et c'est une chose que j'ai essayé de faire à chaque fois, à chaque match, peu importe les adversaires que j'avais. Sur cette première rivalité, quel a été ton plus grand souvenir, justement, un souvenir le plus marquant de cette rivalité? Écoute, j'en ai deux, et deux dans le même match. C'est le Last Man Standing, le tout dernier dont je te parlais. À un moment du combat, j'ai été mis à l'extérieur du ring après un coup d'escabeau dans la face. Et tous les enfants présents dans la salle m'ont remis dans le ring, m'ont porté du sol, m'ont remis dans le ring pour ne pas que je reste à terre. Et ça me reste en tête, c'était juste hallucinant. Voir tous ces enfants se lever d'un bond et dire non, non, il faut pas que tu perdes. C'était vraiment incroyable. Et alors, tout à la fin de ce combat, une fois que j'ai pu remporter la victoire, Jack Spinal m'a serré la main et ça me reste aussi. C'est bêtement un geste sportif, un serrage de main, mais qui me reste en tête, qui est très significatif pour moi parce que ça voulait dire voilà, on l'a fait, tu l'as fait et bravo, quoi. Et ça franchement, ça m'a marqué. Par la suite, comment s'est déroulée ta carrière? Alors, après cela, on a été contacté par la Supremacy Wrestling. Donc, oui, c'est ça, par la Supremacy Wrestling, une autre association qui venait de se créer en Belgique. On a eu un petit litige avec notre club. Si on participait au show de la Supremacy Wrestling, on n'était plus accepté à notre club. On a pesé le pour, le contre et on s'est dit, nous, on a envie de voir des horizons. Je dis nous parce qu'il y avait d'autres lutteurs de la LMC à cette époque-là qui étaient concernés, comme TNK, Jack Spinal. Et on a réfléchi, on a pesé le pour et les contre. Et on a décidé d'accepter d'aller à la suprématie juste parce qu'on avait envie d'élargir nos horizons. Pour nous, le catch, c'était pas se contenter de lutter pour une promotion, un endroit, c'était pouvoir apprendre, pouvoir tirer le meilleur de chaque personne et aller au plus loin possible. Et donc on a accepté ce petit contrat, la suprématie. On a fait un show, je crois, avec 600 entrées payantes, quelque chose comme ça, donc c'était quand même quelque chose d'assez énorme, sponsorisé par Fun Radio, qui est une radio très très connue par ici. On avait nos places qui étaient vendues à côté des places de concert de grands artistes pour les grosses salles de concert. Donc c'était vraiment une organisation très professionnelle, très différente de ce qu'on faisait jusque-là. Et ça s'est vraiment super bien passé, quoi. Et Ça, depuis, c'était le bruit de ton chien, je précise, hein, ouais, oui, c'est pas moi qui cuine, c'est le bruit. J'ai un magnifique berger allemand derrière moi, voilà. Il fait un câlin, il aime beaucoup ça. Non, mais voilà, c'est la suprématie, c'était top et c'est une aventure qui, mine de rien, a duré jusque l'année passée. La structure, malheureusement, a fermé ses portes, mais c'est une aventure qui a duré, oui, 5 ans, en fait. Là aussi, pour la Supremacy Wrestling, est-ce que tu as un souvenir marquant? Qu'est-ce que tu en retiens de ton séjour à la Supremacy? Eh ben, j'en retiens que j'étais là au premier show et que j'étais là au dernier show, surtout. Et alors, ouais, des souvenirs marquants, j'en ai à l'appel parce que c'est vraiment, je me sentais à la maison. La suprématie, c'était ma maison. Donc c'est une création d'SNB et de Jack Spinal qui ont fait évoluer la chose de fort belle manière. Ça a été repris ensuite il y a 2 ans, je pense, par Ludovic Delestré, qui a fait vraiment, je trouve, du très très bon boulot aussi pour essayer de mettre en avant le catch en Belgique. On a des souvenirs. Je pourrais, je pense, passer des heures là-dessus. J'ai une rivalité avec TNK absolument incroyable qui a duré presque 5 ans au final entre les trahisons, les alliances. TNK qui est un très très bon ami dans la vie, qui est mon partenaire ring avec l'équipe des Real Heroes. Euh, des souvenirs à l'appel. Et notamment un match particulier puisque j'ai pu faire un match de l'échelle en novembre 2014. Et c'était juste fabuleux. C'est un de mes meilleurs souvenirs, je pense, un des meilleurs matchs que j'ai pu faire. Et on a fait également, la semaine juste avant, toujours en novembre 2014, un combat en 1 contre 1 pour fêter les 5 ans de la suprématie avec TNK. C'était la même affiche qu'au tout premier show, donc TNK contre Spike Bones.
Et on avait un public, Esmeo, je ne te raconte pas, de feu. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez simplement Spike Bones, vous me trouverez très très facilement. Voire même encore mieux, ce que je ferais, c'est que je mettrais directement le lien de ta chaîne YouTube directement dans la Ce description serait de cette vidéo. vraiment, vraiment avec plaisir. C'est vraiment gentil de ta part. Bah, c'est la moindre des choses. Attends, ça Et s'appelle le respect. bah, c'est bien gentil en tout cas. Et vous pouvez voir d'ailleurs enfin, sur cette chaîne YouTube le match en entier du mois de novembre, TNK contre Spike Bones. Le public, juste le meilleur public de ma vie. C'est incroyable. Alors, L'ambiance, incroyable. tu as du coup beaucoup catché en Belgique, mais Mhm. je suppose que tu as également catché en France. J'ai catché en France pour le compte de N-Catch notamment, puisque Sturi, dont tu as fait l'interview également, que je salue, a fait donc sa propre association, N-Catch en France. Il était sur les shows de la suprématie et apparemment, il a bien aimé le travail que l'on a effectué. Et il nous a pris sur son association. On a fait quelques shows en France avec eux, de très très bons souvenirs. On a notamment fait Paris Manga. Le week-end Paris Manga, c'était juste extraordinaire. On avait du monde, énormément de monde, puis c'était une ambiance vraiment différente. J'ai pu affronter Tom Delacroix, euh, qui est, qui m'a apporté énormément de choses. J'ai pu affronter Alexei Petrovic, Striker, c'est des noms qui sont mine de rien assez connus en France. Ça a pu me donner une certaine expérience, apprendre pas mal d'humilité parce que ce sont des adversaires qui t'obligent à te donner à ton meilleur niveau, étant donné que tu sais bien que tu vaux moins qu'eux à la base. Et ça t'oblige, vous voyez, vraiment ça à te donner le meilleur du meilleur de toi-même. Et après N-Catch, moi, de ce que j'ai surtout souvenir, tu as également catché pour un show de la KPW, si j'ai bonne Alors, mémoire. exactement, j'ai catché pour Starting Point, pour la KPW. J'ai fait un combat pour la première fois et pour l'unique fois d'ailleurs de ma carrière jusqu'à présent dans un ring à 6 côtés. J'en garde un souvenir assez intéressant. Je devais affronter TNK qui malheureusement s'est blessé ce jour-là. Donc, comme quoi, Spike Bones TNK, c'est une histoire qui dure. Mais oui, malheureusement, il s'est blessé. J'ai fait un combat contre un adversaire complètement inédit. J'essaye de me souvenir de son nom. Je ne l'ai affronté qu'une fois. Et je t'avoue que là, j'ai un petit trou. Euh, ouais, je retomberai probablement dessus un peu plus tard. Oui, j'ai pu catcher donc dans un ring à 6 côtés. C'était vraiment assez chouette. Dommage malheureusement que le public n'avait pas plus suivi l'événement parce que c'était vraiment chouette. C'était très intéressant. Du coup, tu as parlé du coup de la fin de la suprématie wrestling en 2014. Mhm. Que s'est-il passé pour toi par la suite après la suprématie wrestling? Alors, il faut savoir qu'en même temps que je travaillais pour la Supremacy Wrestling, j'ai été contacté par la Pro Wrestling All Stars, que je vais appeler PWA, ça fera plus facile. J'ai lutté en même temps pour plusieurs structures belges, dont la PWA. Et ce qui se passe depuis la fin de la suprématie, c'est que j'ai moins de dates, évidemment, puisque une structure m'a fermé ses portes. Et donc, je lutte toujours actuellement pour la Pro Wrestling All Stars. Prochain show le 12 mars à Boom, du côté d'Anvers, en Belgique. D'accord, donc PWA, donc donc du coup qui est donc ta promotion actuelle. Alors, ouais, c'est ma maison. Actuellement, la Pro Wrestling All Stars, c'est là où je me sens chez moi. Vraiment chez moi. Je suis en équipe avec Steve Venom pour Second Solution. Nous avons été champions par équipe il y a 2 ans. On a tenu les titres presque un an, me semble-t-il. On les avait arrachés à Big Gert et Imma Payne. Et c'est Hard Rocking qui nous a détrônés sur un show où il y avait notamment Paul London et Brian Kendrick. Donc il y a quand même du beau Les monde, fameux. voilà. Il y a du beau monde. Et oui, nous avons perdu notre titre sur ce show-là contre Hard Rock Inc. Donc Jimmy Lightning et Jeff McCready, qui sont 2 adversaires que je pense nous serons amenés à revoir dans le ring prochainement. Alors, j'ai quand même une petite question. Oui. Du coup, tu parles de Paul London et de Brian Kendrick. Je suppose que du coup, tu as pu apprendre à leur contact finalement. Alors, ils ont donné un séminaire que j'ai suivi parce que voilà, on peut pas cracher sur un séminaire de Paul London et de Brian Kendrick. Des conseils, de très très bons conseils. Et alors, ce qui était très intéressant, c'est que je pouvais avoir la vision.
de personnes qui n'avaient pas un physique si différent du mien, mine de rien. Je suis plus grand, par exemple, que les deux, juste plus fin, d'une dizaine de kilos. Et j'ai pu apprendre un côté plus psychologique, une autre vision des choses, parce que généralement, les big guys, comme on les appelle, euh, ont tendance à se concentrer énormément sur le physique et à dire, ben voilà, ça fait 90% du boulot. Et eux, non, justement, ils ont essayé d'amener d'autres choses dans leur séminaire, chose que j'ai particulièrement appréciée, notamment une petite remarque de Paul London qui a dit I wanna wrestle this guy. Donc j'ai envie de catcher ce type lorsque j'étais dans le ring en train de faire un exercice, quoi. C'est Alors, ce qui fait toujours plaisir. alors, tu dis 90% du boulot pour les non-initiés pour la Belgique. 90, je crois que c'est par rapport au 9, hein, 90, si je dis pas c'est de ça, bêtises. 90. Voilà, voilà, Je peux parler français aussi, 90. oui, oui, non, mais c'est vrai que moi, ça me posait pas de problème, mais pour les gens qui nous écoutent, peut-être que 90 ou ça les parle peut-être pas forcément, Voilà. donc je préfère Oui, bien vraiment sûr. Donc expliquer. 90 pour 90 et 70 pour 70. Du coup, moi, il y a quand même une question parce que du coup, tu as régulièrement changé, enfin régulièrement, tu as quand même changé assez souvent du coup de Oui. promotion. Tu es passé du coup de tel club à la suprématie, de la suprématie à la WA. Pour un catcheur, finalement, est-ce que c'est difficile de changer de club de manière assez régulière comme ça? C'est difficile et en même temps, non. C'est-à-dire que on catch partout, que ce soit dans une association ou dans une autre, on est là pour catcher. Donc c'est globalement le même boulot. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on rencontre des adversaires d'horizons différents, qui ont eu qui ont eu un parcours différent. Et donc, du coup, je pense que ce contact-là fait qu'on apprend énormément. Si on reste cantonné à affronter toujours les mêmes personnes dans la même structure, on va tourner en rond et à un moment, on va stagner. Ici, moi, ce que je trouve très intéressant dans le fait de bouger, d'aller dans différentes structures, c'est justement ce fait de pouvoir avoir une palette d'adversaires possibles et d'en apprendre, d'en tirer les choses, parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment dans ce sport, c'est de pouvoir à chaque fois continuer à évoluer. Ça fait donc depuis 2008 que je m'entraîne, que je fais des combats, et j'en apprends encore tous les jours, et je pense que j'en apprendrai jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et au moment où je déciderai que je n'ai plus rien à apprendre, je pense que je raccrocherai les bottes. Très honnêtement. Finalement, il y a quand même une chose assez importante, c'est quand même le fait de rencontrer tout le temps des nouvelles têtes. Finalement, est-ce qu'on arrive à s'habituer à changer de coéquipier, dans différents rosters? Est-ce que ce n'est pas si difficile que ça à chaque fois de devoir changer de partenaire, donc de changer d'habitude, de devoir, ne plus avoir les mêmes mécanismes qu'avec d'autres qu'on a eu précédemment? Ça apporte quand même une certaine difficulté Ça quand même. apporte de la difficulté, comme tout changement en fait dans la vie, hein. Peu importe ce que l'on fait, à partir du moment où il y a un changement, c'est une difficulté, c'est un apprentissage supplémentaire, mais c'est justement, je pense, ce qui rend la chose intéressante. C'est que c'est cette constante évolution à avoir, cette constante, cette façon de toujours, oui, c'est ça, apprendre, d'aller de l'avant, d'apprendre des nouvelles choses. C'est ça qui rend vraiment ce sport très intéressant. Et alors, on rencontre des gens absolument formidables. Bon, d'autres évidemment moins bien. Ça, comme dans tout, il y a du bon et du moins bon. Mais oui, ça a ce côté vraiment formidable de pouvoir rencontrer des gens d'horizons, d'univers vraiment différents et de travailler avec eux. Moi, je pense que c'est une chance. Très honnêtement, je pense que c'est une chance. Alors, il y a pas mal de fans, on peut dire, qui souhaiteraient un jour se lancer dans le domaine du catch, se Oui. lancer officiellement sur le ring, que ce soit en France ou en Belgique, c'est certainement le même constat. Quel conseil, quelle astuce, quelle suggestion pourrais-tu conseiller aux gens qui nous écoutent du coup, afin de pouvoir se lancer un jour dans le catch, que ce soit en tant que catcheur, arbitre, annonceur, selon toi, que faudrait-il faire? Alors, je vais d'abord commencer par ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ça, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous parle d'expérience, c'est ne faites pas ça chez vous. On le répète du matin au soir, d'année en année, c'est toujours le même discours. Ne faites pas ça chez vous. Je ne savais pas qu'il y avait des écoles de catch qui existaient en Belgique, j'avais vu ça à la télé, j'avais envie de faire ça avec des amis, etc. au début. Je me suis pris une vitre, j'ai des cicatrices à vie sur le bras gauche. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. J'ai eu de la chance. J'ai eu des enfants qui ont été, enfin, j'ai vu des vidéos, des articles d'enfants qui ont été paralysés, qui sont morts aussi de ça. Ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Trouvez un endroit
adéquat. Donc une école de catch, une structure euh, référencée quelque part. Donc n'allez pas dans la première école de catch qui juste parce qu'elle se trouve à côté de chez vous. Renseignez-vous sur l'entraîneur, sur ce qu'il a déjà fait dans sa carrière. Euh, Vous avez des personnes qui ont un passé relié au catch assez important. Si vous allez dans une école et que le gars qui enseigne là fait du catch depuis 3 semaines parce qu'il l'a appris de son tonton qui est revenu du Canada parce qu'il a fait un séminaire de sa vie, non, non, faites pas ça. Surtout ne faites pas ça. Allez dans un endroit où l'entraîneur a une certaine expérience, a un certain nombre de matchs à son actif, c'est ce qu'il vous dit. Il y a assez d'écoles en France, en Belgique, il y a même trop d'écoles, je pense. Donc vraiment, essayer de faire un choix, peut-être visiter plusieurs écoles, et même pour devenir arbitre, etc. Et toujours suivre un entraînement assez sérieux. Et ça, les entraîneurs des différentes structures pourront vous conseiller à ce niveau-là, quoi. Maintenant, regardez aussi, voilà, les structures, par exemple, qui marchent bien. Vous avez en France, je vais prendre la France, vous avez la FFCP, la VS, la ICWA qui marchent très très bien, qui ont leurs propres écoles. Là, vous pouvez faire confiance, vous pouvez y aller sans souci. Vous savez que vous avez affaire à des structures qui tournent, qui marchent, qui ont un passé. En Belgique, ici, je vais citer la Pro Wrestling All Stars, par exemple, voilà, mine de rien, est en ligne depuis quelques années maintenant. Vous avez voilà, moi ici, j'ai repris les entraînements dans mon club original avec qui j'ai renoué des contacts à la LMC. Pietro Badiali notamment, est sur le circuit depuis les années 70, même peut-être avant. Donc voilà, il y a un passif à prendre en compte, quoi. Surtout qu'en plus, depuis 2008, tu es sur le circuit indépendant en Belgique. Enfin, moi, je Voilà. qualifierais de circuit indépendant Oui, finalement. oui, tout à fait. Du coup, lorsque tu reviens avec ton club original de la LMC, tu apportes ta propre expérience pour les jeunes qui arrivent, qui débutent, et du coup, tu peux justement leur inculquer les valeurs que toi-même tu as appris en France, en Belgique ou même ailleurs. Parce que il me semble que tu as fait un try-out à la À WXW, la si je dis pas de bêtises. WXW, non, tout à fait, oui, tout à fait, avec accompagné de Dark Mondo, Alec, SNB et Michael D. Donc on est parti tous les 5 en Allemagne pour faire le Donc, tryout. donc voilà, finalement, tu apportes au sein de ces écoles-là, tu apportes une certaine expérience, tu apportes vraiment ce que tu as appris, ton savoir-faire finalement. J'essaye. Euh, Donc, y a-t-il aussi des choses autres? Parce que là, on parle de tout le côté catch, mais finalement, autre que être catcheur, on peut aussi être arbitre, Oui, annonceur. Ça aussi, ça se ça prépare, se ça prépare s'entraîne. exactement, tout à fait. Voilà, C'est ça se prépare également dans les clubs, dans les structures qui voilà, sont du coup expérimentées. exactement. Il y a des règles il y a des règles à apprendre. Il y a une façon de se comporter quand on est commentateur, quand on est arbitre. Je ne pourrais pas donner des conseils, par exemple, en tant que commentateur. On me dit généralement que je me débrouille bien avec un micro, mais le travail de promo et de présentation est encore vraiment différent. Il y a des gens qualifiés pour ça. En France, on a notamment eu pour la ICWA Christophe Agius, qui voilà, a fait le boulot qu'on lui connaît maintenant, qui je pense d'ailleurs est aux États-Unis en ce moment pour couvrir le Royal Rumble pour Ah oui, le parce que Tony. Oui, on n'a pas dit encore, mais en fait, il se trouve qu'on fait cette interview quasiment 24 heures avant la oui, oui, c'est diffusion ça, tout officielle à du fait. Rumble. Voilà, Donc, donc l'interview, elle sera diffusée bien plus tard. Donc, ce qui fait qu'on n'a aucune idée de qui a remporté le Rumble. aucune idée. Voilà, donc on ne sait absolument pas. Et j'ai aussi une petite question que j'avais envie de te poser. Durant ta carrière et même encore maintenant, qu'est-ce qui te saoule le plus dans toute ta carrière, dans le domaine du catch? Lego. Lego. Il y a, enfin, j'ai été éduqué d'une certaine façon, et comme je te l'ai dit par avant, pour moi, tout est question d'apprentissage, d'apprendre, de tirer le meilleur de l'autre, de pouvoir aller de l'avant. Le problème que tu peux rencontrer énormément dans ce monde, ce sont les gens qui sont butés, qui se disent, moi je sais que ça va comme ça, je sais, et qui ne veulent plus apprendre, qui ne veulent plus chercher cet aspect d'apprentissage. Et ces personnes-là, généralement, pensent qu'elles sont mieux que les autres, qu'elles valent mieux que les autres et te prennent de haut. Et ça, oui, ça c'est un truc que je ne supporte pas, mais vraiment pas. Je suis au contraire quelqu'un. J'aurais plus facile.
de faire un match avec un nouveau venu et d'essayer d'essayer de tirer le meilleur de lui, de l'amener à dépasser ses limites également, que de lutter contre un type qui a peut-être 20 ans d'expérience, mais qui n'a pas envie d'apprendre, lui, il lutte pour lui, il a un ego surdimensionné. Non, ça ne m'intéressera absolument pas, quoi. Je supporte pas ça. Ça me rappelle un petit peu quand même ce que disait Sylvain, ancien rédacteur de Planète Catch et de Catch Evolution. Et lui-même avait le même constat, c'est-à-dire que l'ego est quand même quelque chose de très présent dans le domaine du catch, mais je pense que c'est pas proprement à la francophonie. Je pense que c'est vraiment Je proprement au pense que c'est catch. global. Et Voilà, pas c'est. simplement au catch. Je pense qu'à partir du moment où tu décides de faire quelque chose qui t'amène à devenir quelque part un personnage public, sans avoir non plus la notoriété des grands acteurs américains, par exemple, etc., faut qu'on reste quand même à notre échelle. On est des personnages publics et à partir de ce moment-là, soit on le prend bien, on essaye de toujours apporter le meilleur pour les gens, ou alors on le prend, je suis une star et le reste ne vaut rien. Et le problème, c'est qu'il y en a qui franchissent cette barrière et je trouve ça particulièrement dommage. Tu penses que selon toi, c'est nuisible au domaine du catch? Je pense que c'est très très nuisible au domaine du catch parce que ça peut renvoyer une image très négative des catcheurs. Euh, pour moi, enfin moi, si je rencontre un catcheur que je n'y connais absolument rien et que je vois que c'est un gars qui se prend de haut, je me dirais tous les catcheurs sont comme ça et c'est pas le cas. C'est pas le cas, honnêtement. Bon, bah écoute, on a fait à peu près le tour de ton univers. Je vais quand même finir un petit peu sur le côté humain. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ce Oui. que tu préfères, ce que tu détestes. On a parlé en début d'émission de tes catcheurs et catcheuses préférés ou de tes promotions Mhm. préférées. Je suppose que tu joues également à des jeux vidéo. Je joue énormément aux jeux vidéo, enfin énormément pour le moment en tout cas, étant célibataire, voilà, j'ai ça pour m'occuper. Si je te dis pour toi jeux vidéo, quelle est la première chose qui te viendrait à l'esprit? Last of Us. Ah, Ouais. c'est carrément le premier jeu qui te Ah viendrait ouais. à Ah l'esprit. ouais, 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 ouais. C'est ce que j'appelle presque un jeu parfait. C'est simplement, c'est la prise en main est facile, est agréable. L'univers post-apocalyptique bien représenté et alors le scénario, c'est juste prenant. En fait, ce jeu m'a transporté et c'est tout ce que j'en attendais. Je crois que c'est le jeu que j'ai terminé le plus rapidement. Il n'est déjà pas très long, mais je crois que c'est le jeu que j'ai terminé le plus rapidement sur console. Je ne pouvais pas m'en détacher. Moi, en général, moi, je m'attendais plus à une réponse du genre Mario, Sonic, Pac-Man, Donkey Kong, la NES, la Master Ah ouais, voilà. System. Ah oui, ça c'est Pourtant, carrément. pourtant j'adore la série des Arkham, des Batman Arkham. Ah bah quand même, attends, Arkham reste quand C'est même une voilà, valeur sûre, c'est hein. exactement. C'est la série qui me serait venue juste après, mais Last of Us pour moi surclasse tous les jeux qui puissent exister, quoi. Selon toi, hein, je précise encore une fois, quel est l'un des jeux ou les jeux que tu détestes le plus et que tu ne voudrais jamais refaire? Ça c'est très très difficile comme question. Euh, Parce que en fait, je suis quelqu'un de très très bon public, que ce soit pour les jeux vidéo, le cinéma, le catch même. Je suis quelqu'un qui a tendance à essayer de trouver le positif dans les choses. Alors, jeu que je déteste. Là, tu m'en demandes énormément. Ah bah, Franchement, énormément. il y en a quelques-uns quand même. Je veux dire, il doit y avoir certainement d'anciens jeux de la NES, les fameux jeux infogrammes, je sais pas. Enfin, Je n'ai pas eu l'occasion, tiens, de jouer à beaucoup de jeux infogrammes. Euh, j'ai joué à la NES que j'ai d'ailleurs ici, mais j'aime beaucoup ça en fait. J'aime beaucoup ça même. Ouais, tous les classiques de la NES évidemment, je les adore. Punch Out, Super Mario. Mais des jeux que j'ai détestés. Là, tu me poses une colle. Je n'y avais jamais réfléchi, tiens. Très honnêtement, je n'y avais jamais réfléchi. Et et, comme ça, je n'en ai pas qui me viennent en tête. eh ben écoute, tu vois, c'est le sujet de la prochaine dissertation de philo. Tu as 4 heures, ça y est. Voilà, j'ai 4 heures, je vais m'y mettre, je vais sortir mon bic, il n'y a pas de souci avec ça. Ah non, Euh, tiens, mais selon j'y toi, réfléchirai, je te répondrai prochainement en privé, il n'y a pas de souci. on va terminer du coup cette interview en parlant du coup de ta future actualité, Alors, ma, de tes futurs projets, si tu en as. alors, mon futur projet dans l'immédiat, c'est le prochain show de la Pro Wrestling All Stars, Breakout, qui se passera le 12 mars à Boom, donc du côté d'Anvers. Évidemment, j'invite
tous les fans de catch à s'y rendre. Je pense qu'on aura un show assez sympathique. C'est la reprise de la saison d'ailleurs. C'est le premier show de l'année pour la Pro Wrestling All Stars. Et après, le futur de 2016 est assez flou, étant donné que je viens de remettre ma démission au sein de la Multi-Event Association, pour des raisons tout à fait personnelles. Voilà, je n'ai absolument rien contre cette structure. Je vous engage d'ailleurs à aller voir leur show Day of Game 2 qui aura lieu le 16 avril. Voilà, je fais même leur pub, même si je n'y suis plus. Voilà, parce que c'est une association qui essaye de mettre en valeur en Belgique les nouveaux talents, justement, qu'ils appellent les rookies. Ils essayent de mettre en avant ces gens-là qui tournent moins, mais qui peuvent être intéressants également à regarder, qui sont peut-être le futur du catch belge, et qui soutiennent des projets également pour des enfants malades, par exemple. Je sais bien que les bénéfices sont reversés au profit d'associations, etc. Donc je vous invite également donc, le 16 avril à aller assister à Day of Game 2. Vous pourrez retrouver ça, toutes les infos en fait sur la page de la MEA, donc Multi-Event Association. Et pour Breakout, donc le 12 mars 2016, vous pourrez retrouver également sur Facebook la page de l'événement Pro Wrestling All Stars PWA Breakout. Voilà, c'est dans l'avenir proche, c'est ça qui se met en place. Maintenant, le futur, je pense à la Pro Wrestling All Stars tout le long de l'année. On va avoir des shows. Régulièrement sur mon mur Facebook, les informations seront postées. Je suis très actif à ce niveau-là sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me rajouter. J'accepte tout le monde. Pas de souci. Je ne peux malheureusement pas répondre à tous les messages privés que l'on m'envoie parce qu'il faut comprendre que j'ai plus de 1100 amis maintenant. Notamment énormément de personnes qui me suivent grâce au catch. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de faire au maximum. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, C'est déjà ouais. pas mal, hein, je veux dire, moi j'ai 1100 amis. Bon, après, tu les connais peut-être pas tous, hein, mais bon. Ah non, non, mais je n'en connais même pas la plupart. Enfin, connaître dans le sens vraiment connaître quelqu'un, je ne les connais. C'est des fans généralement qui rajoutent après les shows, etc. Et voilà, j'accepte tout le monde. Partagez vos vidéos. Si vous avez des vidéos, des photos de moi, partagez, identifiez. Y a jamais de souci avec ça, ça fait toujours plaisir. Même si c'est du Jackie Michel, hein. Même si c'est, surtout si c'est du Jackie Michel, je vous dirai encore plus merci. Ah bah oui, en plus ils viennent en Belgique de temps en temps, donc. Ah, oui, oui, il paraît. J'ai pas encore tourné pour eux. Faudrait que je prenne les renseignements. Ça pourrait être marrant, ça les faire venir en plein milieu d'un show de catch, Ben ça pourrait être chaud. marrant. Ouais, ouais. Bon, Ouais, ça pourrait être bien sympa, je tiens. suis pas sûr que les parents et les enfants soient totalement pour, hein, mais bon. Ah, et dans mes souvenirs, la ICW avait déjà fait des shows plus privés pour ses fans un peu plus matures, des shows un peu plus violents. Ben, on n'a qu'à faire un système dans le genre, hein. Enfin, un système dans le genre, on invite Jackie et Michel, show interdit aux moins de 16 ou 18 ans, et voilà. Pourquoi pas, c'est une idée. Bon, On a eu en Belgique, petite anecdote, histoire de raconter une petite anecdote, un match de catch, notamment avec Dark Mundo, euh, qui a, qui a vu dans le ring en fait une femme complètement qui était là pour faire le show, pour faire un striptease, etc., qui était complètement nue. Il a eu l'occasion d'être dans le ring comme ça. Donc on a des choses assez spéciales parfois qui peuvent se passer dans le domaine du catch. avant du coup de terminer cette interview, as-tu des petites dédicaces, des salutations chez des amis, des collègues, catcheurs, des organisations, je ne sais pas. Je pense que la toute première personne que je voudrais remercier ben, pour ma carrière, si je peux appeler ça comme ça, c'est TNK, que vous pouvez suivre également, TNK Jason sur Facebook, parce que c'est cette personne-là qui m'a conseillé d'aller à la LMC à Couillet. Et c'est grâce à cette personne-là que tout a démarré. Il est devenu un ami exceptionnel enfin, il a pris une grande place dans ma vie. J'ai eu une longue rivalité avec lui. On a eu de très bons matchs, de très bons souvenirs. Je tiens à remercier évidemment Jack Spinal, SNB qui ont créé la suprématie, qui ont fait en sorte que Spike Bones devienne Spike Bones, parce que c'est là que j'ai pu commencer vraiment à me révéler. Des remerciements, oui, je pourrais en faire plein. Ludovic Delestré qui a repris la Supremacy Wrestling, qui est devenu également un grand ami, qui m'a fait confiance sur ces shows, qui a continué à me faire confiance, et ça, je l'en remercie. Toutes les personnes
qui ont crié, que ce soit positivement ou négativement en fonction de ce que je faisais dans le ring, mais qui m'ont soutenu, qui ont réagi. Donc tous les fans qui sont présents, je pense que ce sont aussi des personnes à remercier. C'est pour ces personnes-là qu'on fait ça. Et actuellement, surtout Steve Venom, le, le détenteur de la Pro Wrestling All Stars, qui, voilà, c'est mon partenaire également de Second Solution, qui fait énormément pour moi, qui m'a fait confiance également, puisque, encore une fois, je n'ai pas le gabarit du catcher type, mais qui a cru en moi et qui a fait en sorte de me prendre sur ses shows et d'essayer de me montrer et de me faire connaître en Belgique. Et évidemment, à tous les catcheurs, à tous les promoteurs que j'ai pu rencontrer tout le long de mon parcours, qui ont été de bons conseils et qui ont été absolument merveilleux. Donc Sturi, Xavier Trédaniel également, que je salue, Norbert Feuillant, j'ai eu le plaisir d'être commenté par lui. Booster, il y en a tellement. Phil Tiger, Jean-Claude Bursens. Il y a énormément de personnes que je voudrais remercier. Voilà. Tout, ceux que j'ai oubliés, enfin, je ne vous ai pas oublié, mais ceux que je ne cite pas, je suis désolé, mais je pense énormément à tout le monde. Les lutteurs que j'ai pu rencontrer, vraiment, je salue tout le monde. Et les fans, évidemment, qui font de nous ce que nous sommes. Eh ben écoute, le message est passé, et puis en espérant qu'ils puissent écouter tes remerciements. C'est tout ce que je te souhaite. Je vais terminer par un dernier remerciement. C'est pour toi, Esmeo, Oh, c'est mignon. pour pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview, pour l'intérêt que tu manifestes pour le catch francophone, qu'il s'agisse de catch belge, français, et surtout de m'avoir choisi comme première personne en Belgique, en tout cas. Voilà, je tiens à te remercier du temps que tu m'as accordé. Bah écoute, tu es ma première interview de catcheur autre que français. Tu es en plus ma première interview 2016. Et en plus, c'est vrai que je te suis depuis pas mal d'années parce qu'on parlait tout à l'heure de la KPW. Ouais, donc Starting Point, forcément, c'est. 2011, je pense. Tu m'avais été recommandé par un ami commun, notre fameux Rick Sewinch. Rick, Ah, bah, ouais, j'espère qu'il se remet bien oui, d'ailleurs. bah, je sais, je l'embrasse aussi parce que c'est vrai que j'espère juste qu'il va se remettre très Voilà. rapidement J'espère voilà, de également. sa difficulté médicale. Donc je l'embrasse fortement. Voilà, bah écoute, depuis le temps que je voulais vraiment faire une interview de toi en plus parce que c'est vrai que j'en avais entendu longuement parler. Donc maintenant c'est chose faite. Voilà. Ah ben voilà, ça fait plaisir en tout Voilà. cas. C'est donc la fin de cette interview, peut-être un petit peu plus court que les autres, quoique non, on fait pratiquement le même temps, on va dire. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez réussi à écouter l'émission jusqu'au bout, vous pouvez marquer «J'ai survécu» dans les commentaires. C'est toujours assez drôle. Quant à nous, on se retrouve très très prochainement, j'ai envie de dire. Spike, merci. Mais pas de souci, merci à Merci. toi. Et du coup, à la prochaine. Salut!